Pendant des années, Mimi Mati a porté le poids de deux identités. L'angélique Joséphine à l'écran et une femme accusée d'être froide, autoritaire, voire cruelle en coulisses. Les rumeurs enflaient, tensions avec des collègues, remarques blessantes, une réputation qui ne correspondait pas à son sourire. Aujourd'hui, à 68 ans, elle ne fait plus semblant. Dans une confession rare et sans filtre, Mimi répond enfin aux controverses, au retour de bâton, et à ce que tout cela lui a réellement coûté. The Making of a Fighter. Mimi Mati est née en 1957, à Lyon, en France, avec une achondroplasie, une maladie génétique qui affecte la croissance des os et constitue la cause la plus fréquente du nanisme. Les professionnels de santé ont diagnostiqué sa condition très tôt, dès la petite enfance. Plusieurs spécialistes auraient donné à ses parents un pronostic sombre, suggérant qu'elle ne dépasserait jamais 75 cm et pourrait ne jamais marcher de manière autonome. Malgré ces prédictions, Mati a commencé à marcher très jeune et a finalement atteint une taille adulte d'environ 1,32 m. Ses premières années furent marquées par de fréquents examens et interventions médicales, mais ses parents l'encouragèrent à participer à des activités normales et à poursuivre ses centres d'intérêt. Dès son plus jeune âge, Mati manifesta un vif intérêt pour les arts du spectacle, en particulier le théâtre. Après avoir terminé sa scolarité, elle s'inscrivit à l'atelier artistique de Michel Fugain à Nice entre 1979 et 1981, où elle reçut une formation structurée en jeu, en chant et en performance scénique. Au début des années 1980, Mati était devenue une figure montante du spectacle vivant en France. Elle forma, avec Michel Bernier et Isabelle de Botton, un trio comique féminin appelé le Trio des filles, qui présenta plusieurs spectacles dont Existe en 3 tailles, un titre jouant sur leurs différences de stature et bousculant les stéréotypes physiques dans le divertissement grand public. Le groupe tourna dans tout le pays de 1988 à 1993 et contribua à établir l'identité de Mati comme humoriste et artiste n'ayant pas peur d'affronter les normes sociales et visuelles. Malgré son succès sur scène, la transition de Mati vers la télévision suscita scepticisme et, dans certains cas, hostilité ouverte. Lorsqu'elle apparut pour la première fois à la télévision au début des années 1990, notamment dans ses premières prestations au Petit Théâtre de Bouvard et d'autres émissions de sketch, des segments du public auraient écrit aux diffuseurs pour protester contre sa présence à l'écran, non pas en raison de ses performances, mais de son apparence physique. Des dirigeants de France 2 auraient eux-mêmes discuté de son retrait de l'antenne, craignant que le public n'accepte pas une actrice principale atteinte de nanisme. Selon Mati, c'est uniquement grâce à l'insistance du vétéran Philippe Bouvard qu'elle resta à l'antenne. En y repensant des années plus tard, elle déclara « Ceux qui voulaient se débarrasser de moi, je ne sais pas où ils ont fini, mais je sais exactement où je suis. » En 1993, sa notoriété nationale explosa lorsqu'elle joua dans le téléfilm Une nounou pas comme les autres, diffusé sur TF1 et suivi par 12 millions de téléspectateurs, soit 52,7% de part de marché. Le succès du film prouva qu'une héroïne non conventionnelle pouvait attirer une audience massive. Cela posa les bases de ce qui deviendrait son rôle le plus emblématique, Joséphine, ange gardien, lancé en décembre 1997. La série, dans laquelle elle incarnait un ange gardien bienveillant chargé d'aider des personnes en crise morale ou émotionnelle, devint un pilier de la télévision française. Plus de 90 épisodes furent diffusés sur 2 décennies, souvent en tête des audiences, consacrant Mati comme l'une des personnalités les plus reconnaissables du petit écran. Le personnage de Joséphine Delamarre mêlait humour, tendresse et fantaisie douce. Un mélange qui toucha un large public, des enfants aux personnes âgées. Mais malgré ce succès, la série et Mati elle-même n'échappèrent pas aux critiques. Certains détracteurs qualifièrent le programme de simpliste ou mièvre, tandis que d'autres continuèrent à réduire Mati à sa différence physique plutôt qu'à son travail artistique.
La trajectoire de sa carrière fut donc façonnée non seulement par son talent et sa détermination, mais aussi par son combat constant face aux préjugés profondément ancrés dans les médias français et la culture du public. En surmontant le scepticisme à chaque étape, des décisions de casting à la couverture médiatique, Maty s'est imposée durablement dans un paysage où les artistes handicapés, en particulier les femmes, restaient extrêmement sous-représentés. Son parcours professionnel illustre un exemple unique de résilience et de persévérance dans l'histoire de la télévision française. Bien qu'elle n'ait pas été accueillie favorablement par tous les segments du public ou de l'industrie, sa popularité durable, ses récompenses et ses succès d'audience ont fini par forcer une réévaluation des normes traditionnelles de casting en prime time, Rumors, Lies and Toilet Paper. La situation a dégénéré en juillet 2021 à cause de ce qui semblait, au départ, n'être qu'une blague anodine sur les réseaux sociaux, mais qui s'est rapidement transformé en cauchemar médiatique aux conséquences bien réelles. Un utilisateur anonyme de Twitter a publié un faux récit affirmant que Mimi Maty l'avait agressé dans un supermarché du Cap d'Agde. Selon le tweet fabriqué de toutes pièces, Maty aurait refusé de prendre un selfie avec lui, insulté son petit frère et l'aurait physiquement attaqué avec un paquet de 4 rouleaux de papier toilette en mentionnant précisément la marque Top Budget pour accentuer l'absurdité. L'utilisateur avait même inclus des citations prétendument directes de Mimi, telles que « Oui, c'est moi, mais ferme ta gueule et ne fais venir personne ou je t'en colle une dans les couilles ». Le tweet était volontairement provocateur et suffisamment détaillé pour sembler crédible à certains, malgré le caractère grotesque de l'histoire. Presque instantanément, il est devenu viral, partagé et amplifié par des milliers de personnes qui, soit y croyaient, soit trouvaient amusant de se moquer de l'actrice. En quelques heures, Mimi Maty se voyait affublée des étiquettes de femme violente, arrogante et agressive avec ses fans. De faux témoignages ont commencé à apparaître. Des hashtags ont été créés. Les captures d'écran se sont propagées comme une traînée de poudre. Pire encore, des médias, y compris des blogs de divertissement supposément professionnels et des pages de fans, ont relayé l'histoire sans en vérifier la véracité. Le récit fictionnel s'est transformé en véritable diffamation, beaucoup appelant à la cancel culture contre elle, l'accusant d'hypocrisie et de mauvais comportement. Ce n'est que plus tard que l'auteur du tweet a admis qu'il s'agissait d'une simple blague, une histoire inventée pour devenir virale et qu'il ne fallait pas prendre au sérieux. Il a fini par supprimer son compte après avoir avoué publiquement son canular. Mais à ce stade, le mal était déjà fait. Le tweet avait déjà déclenché une vague de menaces et de messages haineux dirigés contre Mimi Maty. En réponse, elle a utilisé son compte Twitter officiel pour publier une mise au point. Ces derniers jours, une certaine personne s'est amusée à faire circuler une rumeur sur une prétendue agression de ma part dans une ville où je ne suis même jamais allé. Cette rumeur a généré des milliers de réactions violentes et de menaces, totalement infondées et sans aucune tentative de vérifier les faits supposés. Elles ont même été relayées par des soi-disant médias professionnels. Bien que la personne se soit ensuite excusée et ait supprimé son compte, ce genre de plaisanterie de mauvais goût me peine profondément. Réfléchissez avant de publier et ou de réagir à ce genre de bêtises. Dans des interviews ultérieures, notamment avec Paris Match, Mimi s'est montrée encore plus directe. Je pense que ça arrange les gens de croire que je ne suis pas sympa. Une petite femme qui réussit, ça en agace certains. Mais je ne suis désagréable qu'avec les gens qui le sont d'abord. Le tweet viral a beau avoir été retiré, l'étiquette est restée. La blague est devenue un mythe, et Mimi Maty, icône nationale pendant des décennies grâce à Joséphine Ange Gardien, est soudainement devenue la cible d'un déferlement de moqueries. Il ne s'agissait plus de savoir si l'histoire était vraie. Il s'agissait de voir à quelle vitesse Internet était prêt à croire le pire. Et à quelle vitesse des années de capitale sympathie pouvaient être détruites par un mensonge et quelques milliers de retweets.
Racism, Accusations and a Public Meltdown. La controverse a pris une ampleur considérable en 2014 lorsque la chef, personnalité télévisée et femme politique, Babette de Rosière a publiquement accusé Mimi Mati d'avoir tenu une remarque racialement déplacée en coulisses lors de l'enregistrement de l'émission très populaire Vivement dimanche de Michel Drucker. Selon le récit de Babette, qu'elle a répété dans plusieurs médias, dont Non-Stop People et Voici, l'incident aurait eu lieu pendant une émission spéciale célébrant les artistes originaires des territoires d'outre-mer. De Rosières affirma que, en découvrant les invités majoritairement noirs, Mati se serait tourné vers Drucker en lançant avec dédain apparent « Ah, Michel reçoit des personnes de couleur maintenant ?» Elle soutenait que la remarque avait été prononcée sur un ton de supériorité avant que Mimi ne s'éloigne, laissant l'impression d'une désapprobation. Babette ne s'est pas arrêtée à rapporter la phrase. Dans des interviews ultérieures, elle a intensifié ses critiques, déclarant sans détour « Elle est un peu stupide et idiote. Les gens pensent qu'elle est gentille, mais c'est faux. Tout le monde autour d'elle sait que ce que je dis est vrai. C'est une fausse gentille. » Mimi Mati, elle, a catégoriquement nié l'accusation. Dans une réponse détaillée accordée au Figaro et à TV Mag, elle reconnut qu'une remarque avait pu être faite, mais insista sur le fait qu'il s'agissait d'une blague, non d'une insulte. À l'époque, elle tournait un épisode de Joséphine, ange gardien dans un studio voisin, et était passée saluer Drucker, dont le plateau accueillait de nombreux artistes originaires des Antilles. Mimi se souvenait avoir dit, à moitié en plaisantant, « Je suppose que je ne fais pas Vivement dimanche puisque tu n'invites plus que des artistes noirs maintenant. » Elle précisa que la remarque avait été faite sur le ton de l'humour, sans aucune intention malveillante ni raciste, et certainement pas dirigée contre Babette ou d'autres invités. Néanmoins, l'incident laissa une marque profonde. Dans la même interview, Mati révéla à quel point l'accusation l'avait affectée. « J'ai craqué, j'ai pleuré, on s'est moqué de ma taille, on a critiqué mon jeu. Ça, je peux le supporter. Mais qu'on m'accuse de racisme et de maltraiter mon équipe, ça m'a brisé quelque chose. » Bien que beaucoup l'aient encouragée à porter plainte, elle refusa, déclarant « Ça ne ferait que lui donner plus d'importance. Ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'une guerre médiatique. Je veux juste qu'elle arrête de raconter des mensonges. » Mimi rappela également son engagement humanitaire, notamment en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF. « Je suis allée au Burkina Faso. Pas pour aider des Suédois, mais pour aider là où on a besoin d'aide. » Malgré ces explications, la réaction en ligne fut implacable. Les internautes se saisirent rapidement de l'affaire. Des hashtags moqueurs ont circulé pendant des jours. Certains ont même commencé à l'appeler « Joséphine la diabolique », un retournement cruel de son personnage télévisé. L'incident, bien que basé sur des récits contradictoires et dépourvus de contexte, devint un prisme à travers lequel sa carrière entière fut réévaluée. Ce qui aurait pu rester une simple polémique est devenu une tâche durable. Pour la première fois, l'image publique de Mimi Mati, longtemps considérée comme l'une des artistes les plus aimées de France, a commencé à se fissurer. Son aura de figure bienveillante et réconfortante était désormais remise en question, et cet épisode devint un point de référence récurrent à chaque nouvelle controverse impliquant son nom. Et ces controverses ne s'arrêtèrent pas là. Autrefois adorée pour ses thèmes optimistes et son public fidèle, Joséphine, ange gardien, devint elle-même une cible de critiques à l'ère des réseaux sociaux. Un épisode de 2012, rediffusé sur TF1 en mai 2020, déclencha presque immédiatement un tollé, non en raison de son intrigue, mais à cause du vocabulaire utilisé dans son synopsis promotionnel. L'épisode mettait en scène Joséphine aidant une jeune femme maghrébine nommée Yasmina, qui peinait à trouver un emploi dans une grande entreprise de cosmétiques. Mais la description officielle publiée sur le site de TF qualifiait le personnage de beurette issue de banlieue.
un terme largement condamné en France pour son caractère raciste, sexiste et classiste. Des captures d'écran de la description devinrent virales. Twitter s'enflamma d'accusations de racisme, de stéréotypes et de violence symbolique. TF1 réagit rapidement en retirant l'épisode de sa plateforme de replay, mais le mal était fait. Les critiques ne s'arrêtèrent pas là. Elles exhumèrent un autre épisode en 2 parties, intitulé « Enfin libre », diffusé en 2019, dans lequel Joséphine voyageait dans le temps jusqu'en Martinique en 1830. Son personnage aidait à libérer des esclaves, mais de nombreux téléspectateurs dénoncèrent un trope de sauveuse blanche, présentant Joséphine comme la protagoniste centrale de l'émancipation, au détriment de l'agence et de la résistance des personnes réduites en esclavage. La narration fut accusée de minimiser l'héroïsme noir et de reproduire des clichés coloniaux. Les controverses se poursuivirent en 2020 lorsque Mimi Mati fit une apparition désormais tristement célèbre dans l'émission Quotidien, où on lui demanda de commenter la polémique autour de Roman Polanski lors des Césars. Avec un ton que beaucoup jugèrent désinvolte, elle lança « Je n'ai jamais été violée, peut-être à cause de ma gueule ». Ce qui se voulait peut-être de l'humour noir se retourna immédiatement contre elle. Les téléspectateurs qualifièrent la remarque d'insensible, renforçant des mythes dangereux sur les violences sexuelles. Quand l'animateur tenta de corriger, « Ce n'est pas une question de physique », elle insista, « c'est aussi une question de mentalité. Bien sûr qu'il faut lutter, mais si on commence à interdire à des gens comme Polanski de faire des films, on va où ?» Le retour de flamme fut violent. Les réseaux sociaux dénoncèrent des propos offensants, déplacés et irresponsables. Des critiques et militantes remirent en cause sa compréhension du sujet et réclamèrent davantage de responsabilité de la part des personnalités publiques, surtout celles ayant influencé l'imaginaire collectif pendant des décennies. À ce stade, le vent avait tourné. Mimi Mati, autrefois le visage rassurant du prime time et la gardienne bien-aimée de la télévision française, était devenue une figure polarisante. Sa réputation, construite pendant des décennies à travers la télévision, le théâtre, la philanthropie et l'humour, était désormais entachée de questions de jugement, de privilèges et de responsabilités publiques. Ce qui rendait la situation encore plus complexe, c'était le décalage entre les réactions et la personne au centre de la tourmente. À bien des égards, Mati n'avait pas changé, mais la culture autour d'elle, oui. Et à mesure que la pression s'intensifiait, une chose devenait évidente. Il ne s'agissait plus d'un simple commentaire, d'une blague ou d'un tweet. Il s'agissait de savoir si une figure autrefois adorée pouvait encore exister dans une époque d'hypersensibilisation, et si son héritage pourrait survivre au prix d'être incomprise. I'm not a monster, just a woman. En 2022, Mimi Mati a abordé directement la perception persistante selon laquelle elle serait difficile ou pas gentille, une image qu'il a suivie à travers des décennies de rumeurs, de controverses et de commentaires publics polarisants. S'adressant à Paris Match, elle a offert ce que beaucoup ont interprété comme un aveu franc, quoique sans excuse, de la manière dont elle était perçue. « Non, je ne suis pas toujours gentille. Et oui, je suis têtue. Mais je ne suis désagréable qu'avec les gens qui le sont d'abord. Une petite femme qui réussit, ça en dérange certains. » Ce n'était ni une demande de pardon, ni une tentative de réécrire l'histoire. C'était une défense mesurée de son caractère. L'affirmation que les critiques qu'elle subissait avaient souvent moins à voir avec son comportement qu'avec l'inconfort que la société ressent lorsqu'une femme, en particulier une femme en situation de handicap, refuse de se conformer, de se diminuer ou de s'excuser pour son ambition. La réaction du public fut mitigée. Certains virent dans sa déclaration un acte d'empowerment, un refus de jouer le rôle de l'artiste éternellement souriante et docile. D'autres y virent une posture défensive, voire désinvolte, surtout dans le contexte de ces nombreuses polémiques. Parmi les réactions les plus fortes figurait celle de sa propre communauté, et notamment celle de l'acteur André Bouchet, connu des téléspectateurs français sous le nom de Passepartout
dans Fort Boyard. Boucher fut profondément blessé par des propos que Maty avait tenus en 2021 dans 7 à 8, où elle expliquait sa décision de ne jamais envisager une relation amoureuse avec une personne de petite taille. J'ai toujours refusé d'être en couple avec quelqu'un de petite taille. Je ne veux pas faire une secte. Pour Boucher et d'autres, le mot « secte » avait des implications dégradantes. Dans une interview de suivi, il répondit avec une frustration évidente « Elle a appelé ça une secte, ça fait mal. Elle est l'une des nôtres. Qu'elle dise quelque chose comme ça, c'est comme si elle avait honte de ce que nous sommes. » Maty clarifia plus tard ses propos dans un entretien accordé aux médias belges Télépro, insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu rejeter sa communauté ni rabaisser les choix des autres. Elle expliqua plutôt que son point de vue venait d'un désir d'intégration et d'ouverture. « Je ne disais pas que je rejette les personnes atteintes de nanisme. Je dis juste que je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un comme moi. Chacun doit vivre comme il veut, mais moi, je n'ai pas envie de m'isoler. Je veux qu'on se mélange, qu'on fasse partie du monde. » Mais malgré sa mise au point, le mal était fait. La citation circula rapidement sur les réseaux sociaux, vidée de son contexte. Les accusations d'autodénigrement, de capacitisme intériorisé et d'élitisme fusèrent. Des mèmes se moquèrent d'elle, des tweets la condamnèrent, et une fois de plus, Maty se retrouva confrontée à une réputation façonnée davantage par les réactions que par la réalité. Ces événements se déroulaient dans un moment culturel plus large, marqué par une sensibilité accrue aux enjeux de représentation, de politique identitaire et d'intersectionnalité. Pour une actrice qui avait longtemps défendu la visibilité et l'inclusion, à l'écran comme en dehors, la réaction fut particulièrement douloureuse. Pourtant, elle resta présente et active. Elle continua de tourner des épisodes de Joséphine, Ange gardien, même si les critiques jugeaient la série vieillissante dans ses narratifs. Elle se produisit régulièrement avec Les Enfoirés, le collectif soutenant les Restos du Cœur, et poursuivit son engagement dans de nombreuses causes humanitaires. Dans une interview de 2025, après un concert des Enfoirés à Montpellier, Maty répondit fermement aux rumeurs persistantes des tabloïds évoquant des tensions internes au sein du groupe. Chaque année, quand on se retrouve, on tombe dans les bras les uns des autres. Il n'y a pas d'ego, pas de rivalité. On s'est vu traverser des naissances, des pertes, des mariages, des divorces et tant d'autres choses. On ne fait pas une tournée de presse. On fait quelque chose qui a du sens ensemble. Elle souligna que, dans les coulisses, l'expérience ressemblait davantage à une famille choisie qu'à une collaboration professionnelle. « Les gens adorent inventer des drames », ajouta-t-elle, « mais on est juste des artistes qui bossent ensemble, épuisés mais heureux. » À travers chaque vague de critiques, fausses rumeurs, accusations de racisme, tensions au sein de sa communauté et attentes sociales changeantes, Mimi Maty n'a jamais disparu de la vie publique. Elle ne s'est pas retirée. Elle n'a pas présenté d'excuses générales. Elle est restée constante, engagée et pleinement consciente des complexités d'être une figure publique avec un profil atypique dans les médias traditionnels. Que cette ténacité soit perçue comme une résilience admirable ou une obstination inflexible a souvent dépendu de qui la regardait. Mais une chose est indiscutable. Elle a continué de répondre présente, pour son public, ses collègues et ses causes. Puis, en février 2025, elle s'est livrée comme rarement auparavant lors d'une interview parmi les plus transparentes de sa carrière. Sans filtre, elle exprima enfin ce que beaucoup soupçonnaient qu'elle portait en silence. « Je suis fatiguée de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas un ange. Je suis juste une femme qui a fait rire des gens, qui a aidé quand elle le pouvait, qui a beaucoup souffert en coulisses. Et si être imparfaite me fait perdre de l'amour, tant pis. » À 68 ans, Mimi Maty ne cherchait ni rédemption ni applaudissements. Sa vie avait déjà prouvé plus qu'il n'en fallait. De ses luttes précoces avec l'achondroplasie et la prédiction qu'elle ne marcherait peut-être jamais, à la construction de l'une des carrières télévisuelles les plus reconnaissables de France, elle avait défié presque toutes les limites qu'on lui avait imposées.
Son mariage avec le chef Benoît Gérard, toujours solide après 2 décennies, reste rarement médiatisé, mais constitue une preuve discrète d'une stabilité personnelle derrière le tumulte. Elle continue de soutenir diverses associations caritatives, de visiter des enfants hospitalisés et de participer à des actions humanitaires. Mais l'image autrefois soigneusement entretenue de Joséphine Lange n'est plus quelque chose qu'elle cherche à défendre coûte que coûte. Elle n'est pas là pour être parfaite, car après tout, ce que Mimi Mati a finalement admis, ouvertement, sans détour, c'est ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Elle n'a jamais vraiment été Joséphine. Elle était quelque chose de bien plus authentique, humaine. À 68 ans, Mimi Mati ne se cache plus derrière le sourire, les ailes ou les attentes. Elle n'est pas parfaite et ne l'a jamais prétendu. Ce qu'elle a offert, c'est l'honnêteté, la persistance et la force d'avancer dans une industrie qui lui a rarement fait de place. Quelle est votre opinion sur son parcours? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner pour d'autres histoires révélatrices des coulisses.